ce que je voulais maintenant aborder avec vous, sauf s'il y a encore des questions, c'est, je regarde dans mon schéma où est-ce que je me trouve. Voilà. Alors là, c'est mon petit apport personnel par rapport à mon background, je dirais, d'ingénieur. En fait, si vous avez vu le comparateur que j'ai dessiné, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des amplis opérationnels qui servent à amplifier. Enfin, soit je passe les détails, c'est ce qui compose vos ordinateurs. Alors, si on, justement, c'est un peu pour répondre à la question de Caroline aussi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si je prends une dimension vraiment technologique, très matérielle de ces stratégies, vous avez ici, je dirais, le test d'entrée, c'est-à-dire là où les deux choses arrivent, à la fois la référence, c'est-à-dire l'objectif, et à la fois la mesure de ce qui est à la sortie. Et la différence entre les deux va donner une différence. Si je veux 20 degrés, que j'ai 16, la différence c'est 4. D'accord? À la sortie du cercle avec la croix, vous avez 4, si c'est une mesure de température. Alors, sur quoi je peux jouer? Parce que le test est critique, il est véritablement critique dans les stratégies et donc dans le TOT, puisque justement il y a deux fois la lettre T, imaginez. Vous pouvez jouer justement, tu parlais de perception Caroline, on peut jouer sur la perception du signal d'entrée, c'est-à-dire la commande que je donne, je veux 20 degrés, bon là 20 degrés on est d'accord que on a compris, mais même si je prends mon thermomètre et que je le mets dans mon armoire, c'est pas sûr que la mesure va être de qualité quelque part. Où est-ce que je vais mettre mon thermomètre? À hauteur des yeux, hauteur des pieds, au plafond? Déjà, voilà. Donc en fin de compte, on peut pouvoir jouer, et là je reviens un petit peu dans la PNL presse-bouton, là. On va taper sur un ancrage, on va taper sur un truc. Ici, on dit, tiens, comment est-ce que je peux faire pour forcer quelque part ma perception de mon objectif tel que je l'entre dans la dynamique de cette stratégie. Et aussi, la réponse, c'est-à-dire en fait la réponse, le résultat, c'est la deuxième mesure. Ça, c'est son comment je peux le faire. Si je mets des gants, si je mets un manteau et un masque, etc., est-ce que je peux dire que je mesure bien la température qui est dans la pièce? C'est pas sûr. D'accord? Donc, c'est deux endroits où je peux avoir une influence, c'est sur ce qui va rentrer dans le comparateur. Une deuxième chose qui va avoir lieu, c'est en fait dans le processus même de la comparaison. Et là, c'est ce qu'on fait en électronique, on met un oscilloscope et on regarde les courbes, comment ça se passe. D'accord? Alors, quel genre de courbe on peut avoir? Et c'est là que c'est intéressant. Et pour moi, ça se rapproche. Autant tout à l'heure, je parlais objectif abstrait, objectif concret, comparable avec des équivalences concrètes. Pourquoi c'est une hiérarchie de niveau quelque part d'objectifs? Ici, on a l'équivalent presque des sous-modalités, mais appliquées au test. Alors que ce qu'on voit ici, sans vouloir vous faire peur, c'est qu'en fin de compte, vous avez une courbe ici linéaire pour la première, par exemple, avec une pente qui est plus ou moins forte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais réagir de manière linéaire. S'il y a une différence d'un dixième de degré, je réagis de la même façon que s'il y avait 2 degrés de différence, simplement je suis plus haut dans la courbe, mais c'est progressif. Je réagis de la même manière à toutes les variations. Alors naturellement, si je vais augmenter la courbe, si vous avez joué un peu avec votre chauffage, vous avez ça avec le thermostat, vous pouvez augmenter la courbe, ce qui fait que, en fin de compte, quand il fait 12 degrés, ben, le système fonctionne bien, mais à 20 degrés, il chauffe trop fort, donc vous allez jouer sur la pente. Vous allez jouer sur la pente, c'est-à-dire amplifier ou ne pas amplifier la comparaison. Comment vous utilisez la valeur de comparaison pour entrer une commande? Et là, vous allez avoir que voilà, c'est linéaire. Une autre manière de faire, de voir la courbe, c'est de la voir sous forme de créneau, comme vous avez ici. Vous avez par exemple la situation neutre au milieu, et on peut dériver tranquillement au début, vous n'allez pas réagir. Puis à un moment donné, oh, j'ai trop froid. Et là, à fond. Je parlais de mes adolescents favoris, mais c'est un peu ça, quoi. En fait, ils ont un moyennement faim, mais ils ne perçoivent pas, ils ne réagissent pas. Et puis d'un coup, ils ont la dalle, ils ouvrent le frigo, ils bouffent n'importe quoi. Oui, il ne se passe rien jusqu'à un certain niveau, et puis, tout d'un coup, on y va à fond. Et puis, comme nous ne sommes pas infinis dans nos ressources, il faut
définitivement qu'il y a un plafond. C'est pour ça qu'il y a la deuxième marche horizontale en haut et celle qui est en bas. C'est parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire plus, quoi. Je dirais, vous ne pouvez pas manger à l'infini, vous ne pouvez pas crier à l'infini. Même si vous criez, il y a un volume maximum, vous ne pouvez pas dépasser. C'est ça que le deuxième niveau veut dire. Mais ce qui est important dans la deuxième courbe, c'est qu'il y a toute une zone où en fait le système ne réagit pas. Il ne réagit pas. Et puis il réagit très fort. Vous pouvez adoucir et vous avez une courbe un peu comme ceci là, où vous avez une réaction qui va se calmer au fur et à mesure. Et vous avez ça quand vous avez fort faim, vous allez manger, dévorer, et puis vous arrivez au bout et de moins en moins vous allez avancer. D'accord? Donc en fin de compte, ces courbes sont intéressantes au sens où elles mettent en évidence des comportements. Des comportements, une personne qui est tout ou rien va être dans le schéma numéro 2, une personne qui va être un peu plus souple va pouvoir réagir très fort dès le début et puis se calmer après, mais vous pouvez encore imaginer 36 000 autres courbes. Et alors il y en a une qui m'intéresse particulièrement et qu'on retrouve bien sûr en électronique, c'est la fameuse courbe d'hystérésis. Je ne sais pas si vous connaissez, qui connaît? Plus ou moins. Alors la courbe d'hystérésis, je la trouve particulièrement intéressante. Alors j'ai vérifié, je vous le dis tout de suite, si c'était la même étymologie entre hystérie et hystérésis. Eh bien non, ce n'est pas la même chose. Hystérie, ça vient historiquement de utérus au plan étymologique, hein, on sait pourquoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Et hystérésis, par contre, ça vient d'une racine grecque qui veut dire ce qui s'est passé avant, ce qui est antérieur. Alors on va prendre l'exemple je dirais, d'un couple et on est dans la position de madame, d'accord? Et monsieur est passionné de foot et c'est la Coupe du Monde et il a envie de regarder tous les matchs et ça va durer. Tiens, j'ai parlé de foot, mais c'est pas pour toi, hein, Caroline. c'est. Mais en même temps, il voudrait quand même que ça se passe bien dans le couple, quand même, d'accord? Et donc on départ au point zéro, on est neutre. On va dire qu'on est neutre. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur sait que le foot va arriver, donc il va faire attention. Donc il va, au départ, initier un tas d'activités positives. Regarder une chouette comédie, faire une promenade. On imagine tout ce qu'il sait que sa chère compagne va apprécier. Donc on part du zéro et il va initier les activités. Vous êtes à la courbe du milieu, celle qui démarre. Et donc les activités, au départ, waouh, c'est chouette, c'est vachement chouette. Donc madame est super contente. Donc on voit qu'après 2 films, elle est aux anges, une promenade en plus et c'est génial. Et puis avec le temps, ça se prolonge un peu et puis il y a un niveau qui se tasse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confort qui s'installe, mais on ne va pas aller au paroxysme à l'infini, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Donc on arrive en fait en haut à droite de la courbe où en fait il y a toujours beaucoup de satisfaction et si monsieur va ajouter des films et des promenades et je ne sais pas tout quoi comme activités qui vont faire plaisir à madame, le taux de satisfaction ne va plus augmenter parce qu'elle est comblée. Et à partir du moment où elle est comblée, on ne peut rien faire d'autre. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Il va à ce moment-là, bien sûr, très logiquement, parce que le foot arrive quand même, il va ralentir ses activités. Et quand il va faire moins d'activités, moins de sorties, moins de films romantiques, ou moins de balades, ou tout ce qu'on veut, et on est dans la courbe du dessus. Et la courbe descend, la satisfaction descend, forcément, mais elle ne descend pas au point zéro. C'est-à-dire quand vous croisez la courbe verticale, la droite verticale, on voit qu'il a arrêté toutes ses activités favorables, et elle est encore contente. D'accord? Puisqu'on est plus haut. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il commence à regarder le foot, bien sûr. La satisfaction diminue. Elle diminue, elle diminue, elle diminue, puis il exagère de nouveau. Elle devient sérieusement contrariée, c'est-à-dire qu'elle descend en dessous de la ligne horizontale. Et ça descend, et elle arrive au top de la frustration. C'est X max par jour. Je ne sais pas combien de matchs on peut voir sur une journée dans un mondial. J'en sais rien. Et elle est au top du down, hein, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il va dire, bon, ben, je vais regarder un peu moins de films. Il regarde un peu moins de films, et on est sur la courbe du bas. Et en fin de compte, même s'il arrive à 0 match de foot,
elle reste avec ce sentiment d'insatisfaction qui est né de l'état antérieur négatif. Ensuite, il va recommencer la séance des promenades, des petits restaurants, va-t'en savoir quoi. Et on va pouvoir remonter progressivement. Elle passera à l'état neutre alors qu'il a déjà fait énormément d'efforts quelque part pour arriver de nouveau, s'il continue, à l'état comblé. Et en fait, la courbe, pour finir, est comme cette feuille, mais on ne passe plus par la courbe de départ. Pourquoi? Parce que la position, le résultat de l'opération, ici on revient sur le taux, est une opération qui tient compte de l'histoire du système. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quoi qu'il fasse, il n'arrivera plus de la même façon que la première fois que ça s'est passé. Ça va? C'est plus ou moins clair au niveau du fonctionnement. C'est un phénomène qu'on rencontre énormément dans nos phénomènes à nous. C'est véritablement, c'est ce qu'on a mesuré avec le magnétisme principalement, mais c'est ce qu'on retrouve d'une manière endémique dans énormément de problématiques où on voit qu'on dit oui, mais même s'il fait un effort, on n'y arrivera pas. Dans tout ce qui est dynamique systémique, on est face à des courbes comme ça. Une fois qu'on les comprend, ben, ça permet de pouvoir agir autre chose. Disant, ben oui, ben, c'est pas parce que tu as fait plus d'activités que tu arrives à un autre résultat, parce que justement, on vient d'ailleurs. On vient d'ailleurs par rapport à ça. Et ça va donner une influence assez fondamentale par rapport à l'efficacité du test du TOT. Donc vous avez vu 3 courbes ou 4 courbes, je ne sais plus. Et là, on voit véritablement l'effort et l'impact. Maintenant, on peut aller plus loin par rapport au test opéré, test exit en PNL. C'est qu'en fin de compte, il y a les valeurs qui vont avoir un rôle important. Il y a aussi les métaprogrammes. C'est-à-dire, en fin de compte, je ne sais plus comment s'appelle ce métaprogramme, là où je suis content. C'est l'exemple, je rappelle qu'on avait dit pendant la formation. Moi, ma compagne, si tu me dis que tu m'aimes une fois, c'est bon pour la vie. Oui, mais moi, non, j'ai besoin que tu me le dises tous les jours. Donc, notion de répétition, je ne sais plus quel métaprogramme ça s'appelle, mais là, on a un bel exemple de test qui est influencé par le processus même du test qui pourrait être décomposé d'ailleurs également. Alors, encore un effet qui n'est pas pris en compte dans le mécanisme ici, c'est que dans cet effet de cette boucle de rétroaction, il y a un délai de boucle qui est lié à l'inertie du système. L'inertie du système étant la personne, le processus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je commence à chauffer la maison, ben, ça ne chauffera qu'après un certain temps. Donc si je ne prends pas ça en compte, je pourrais croire que mon action ne marche pas, alors qu'en fin de compte, c'est simplement l'inertie du système qui fait qu'on doit pouvoir englober le système. On doit pouvoir englober, je dirais, ce délai. Tiens, je vois que j'avais une autre courbe. Parce que dans la courbe qui est ici, je ne sais pas si celle-là, non, c'est celle-là. Ici, vous avez une autre boucle qui consiste à dire, à partir du moment où je n'ai pas atteint le résultat, je vais remettre en question la définition de mon objectif. C'est aussi une boucle qui va avoir un impact et un délai en termes d'inertie, et qui est en fait ce qui va déterminer le fait que je serai soit persévérant, soit complètement volage et je passe directement à une autre stratégie à partir du moment où j'ai réussi ou où je n'ai pas réussi, et je vais changer en permanence d'action. Donc la notion de boucle de persévérance, on le retrouve ici dans ce méta-processus ici, qui consiste à dire, si je n'atteins pas le résultat tout de suite, je fais autre chose. D'accord? Je reviens dans, je ne sais plus dans quel sens, c'est toujours la même chose. C'est vraiment génial ce truc. C'est par là. Je reviens avec mon exemple de chaudière. On avait donc la personne qui rentre, qui sent, parce qu'il y a 16 degrés, et la température mature le confirme, règle le thermostat sur 20 degrés. Le thermostat entraîne une commande sur ma chaudière. Ma chaudière reçoit l'ordre de chauffer l'eau, pas à 20 degrés, ça ne va pas marcher, mais 60 degrés. On a à ce moment-là le TOT qui a déclenché un autre sous-TOT ou une sous-stratégie, et la chaudière, elle ne s'occupe pas de la température dans la pièce. Elle s'occupe par contre d'avoir une boucle d'homéostasie qui va se stabiliser à eau chaude égale 60 degrés. Et donc là, on a une boucle en particulier. Si cette boucle dérape, il est clair que l'ensemble du processus va déraper.
Et à ça, on peut encore ajouter un multiple processus, à savoir si on prend le circulateur, parce que si l'eau est chaude dans la chaudière et que l'eau n'arrive pas dans les radiateurs, ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut que le circulateur aussi reçoive un ordre. Lui, c'est beaucoup plus primitif, il n'a pas de boucle de rétroaction, c'est allumer moteur, éteindre moteur, donc c'est très mécanique, très linéaire. Mais n'empêche, si ça ne fonctionne pas, le radiateur ne va jamais chauffer et on n'aura jamais la température. On a donc ici, c'est qui a dit, c'était Chantal ou c'était Damien, je ne sais plus, qui disait, oui, oui, je trouve des stratégies ou des éléments ou des étapes qui appartiennent à un processus qui est en dessous. C'est Damien qui avait dit ça. Oui, je trouve des processus, par exemple, ma chaudière est mal réglée, elle ne va jamais atteindre 60 degrés. Je pourrais remettre en question la question du thermostat, où la fois passée j'ai eu ça, mon circulateur ne s'est pas mis en marche. Je vérifie la température de chaudière, je vérifie que le thermostat est bien allumé en commande, et il ne se passe rien. Et en fait, il y a quelques... Après ça, si je peux me Oui, permettre, il y a un autre piège. Au bureau, j'ai Zébulon, ici présente, alias Corinne Mao, qui me dit ouais, il fait froid, ouais, il fait chaud. Et en fait, on regarde la clim et elle est à 25. Et il se passe que sur la climatisation, il y a un bouton qui permet de. Ben, je ne sais pas ce qu'il fait, ce bouton exactement, mais il y a un pictogramme qui change. Et de temps en temps, c'est I feel, je ressens. On voit que il y a le thermomètre qui peut être. Il y a une petite maison qui apparaît où là, il y a que le petit thermomètre. Et le problème, c'est le problème de la modélisation. Parce que Corinne et moi, on essaye de faire la modélisation de la clim pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Il s'écrit en gros 25. Et alors, on pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il fait super chaud, et au contraire, il fait super froid. Mais en fait, pas du tout. C'est parce que le modélisateur, il prête une attention à la clim. Et quand tu dis, oui, il faut que le circulateur fonctionne ou pas, effectivement, c'est la super belle métaphore qui explique qu'en général, le modélisateur, il peut se planter de scope, donc on prend un processus qui n'est pas forcément le bon. Mais quand il va découper les sous-processus, en général, il va mettre ses attentions dans le processus. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne, mais on y met beaucoup d'attention dans cette petite icône. Oui, j'avoue. Mais c'est vrai que décortiquer comme ça devient effectivement plus évident. Oui, enfin, c'est plus évident, n'empêche que la modélisation, elle est fausse parce qu'on n'a toujours pas réussi à modéliser le comportement de cette fichue clim. Oui, oui, oui. Et, et pour moi, chaque fois que je modélise quelque chose d'une manière un peu fine, ben, j'y pense à la clim parce qu'on n'a toujours pas compris. Et c'est une belle métaphore de la vie, cette clim. mais c'est vrai que, et ça, ce petit schéma, il illustre bien cette notion d'imbrication qui fait qu'on peut détecter quelque chose qui appartient à la boucle d'en dessous, alors qu'en fin de compte, c'est la boucle d'au-dessus, et bien sûr, ça, c'est ce qui va faire la différence. Maintenant, je ne sais plus, j'avais un truc que je voulais ajouter, oui, c'est le problème par rapport à ça, c'est que en fin de compte, la sensibilité du thermostat, c'est-à-dire sa capacité de déclencher, ok, à 21 degrés, j'arrête, ou à 20 degrés et demi, ou à 19, ou à 17, ou à 16, la température, la capacité des radiateurs de prendre la chaleur avec l'inertie des radiateurs, du circulateur à faire circuler, de la chaudière à être à 60 degrés, ou 70, ou 50, n'importe. On a un ensemble de paramètres qui fait que, pour finir, le résultat qu'on a, c'est des courbes dans ce genre-là. C'est-à-dire que on voit la température qui monte, et puis elle va aussi entre 21 et 19. Ça, c'est la courbe d'en haut, si je me rappelle bien, entre la courbe d'en haut, et on voit par exemple le brûleur, qui est la courbe du milieu, c'est chauffe, pas chauffe, chauffe, pas chauffe, chauffe, pas chauffe. Lui, il est binaire, et il va dire tu chauffes pas. Et on voit aussi donc ça c'est les consignes de l'eau. Mais enfin bref, c'est qu'en fait il y a un ensemble de paramètres qui vont évoluer. Le problème c'est que bon, pour une chaudière on s'en fiche quelque part, sauf pour l'air conditionné de Damien et de Corinne. Mais ce qui compte par contre c'est que euh,
si une personne perçoit dans son test la courbe comme celle qui est en haut, elle va dire j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à choisir, ou je me sens bien et je me sens pas bien. Et en fait, ça devient un problème. Et alors, c'est quoi le problème? On va interroger l'objectif, on va interroger les croyances, etc., etc. Alors qu'en fait, il peut suffire, c'est simplement une hypothèse, il peut suffire que simplement, et là, on va le travailler, ce réglage, ce tuning de courbe, c'est du recadrage en fait. D'accord? C'est du recadrage. C'est de dire, tiens, mais comment est votre courbe? Et comment ça serait si votre courbe était autrement? Et regardez qu'avec votre tout ou rien, par exemple, vous générez ces oscillations qui fait que vous n'êtes pas confortable. Et on a ça, je prends l'exemple du foot avec le foot avec le mari ou la compagne, et où en fin de compte, on a des boucles comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? C'est, ben, je supporte pas ces variations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler sur les variations dans la stratégie? Et c'est pas que la stratégie est mauvaise, c'est simplement que le tuning du test ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Donc tout ça pour dire que donc, dans ce test, on a je dirais cette boucle de feedback dans lequel on vient mettre la sortie à l'entrée. Ce que j'ai pas dit et qui est quand même évident malgré tout, c'est que en systémique, si on le principe d'homéostasie, c'est-à-dire la capacité qu'a un système de se maintenir à un état d'équilibre, c'est basé sur cette boucle de rétroaction, et on oublie tout le temps d'ajouter, ou on oublie souvent d'ajouter, négative, c'est-à-dire que c'est la différence entre les deux qui va faire la commande du processus. Ça, typiquement, c'est dans le cas d'une stratégie aller vers, en parlant de métaprogramme. Je vais vers 20 degrés, donc j'installe cette stratégie avec ce test à feedback négatif qui fait que je vais me rapprocher de mon objectif en permanence. Si par contre, et si je reviens avec mon adolescent favori, il est dans le style s'éloigner d'eux, savoir moi je serai jamais comme vous quand je serai grand. Oui, ça c'est du s'éloigner d'eux. Et ça nécessite de transformer le comparateur et de créer une stratégie de feedback positif. Là, je vais tout faire pour m'éloigner de la cible. Bien souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en s'éloignant de la cible, je vais probablement être attiré par une nouvelle cible et je vais passer en aller vers et je vais faire comme les copains parce que je ne veux pas ressembler à mes parents, je vais faire comme mes copains. Mais donc, on transforme de nouveau en s'éloigner d'eux en aller vers. Cette notion de feedback positif et négatif, au départ, moi je pensais, ouais, bon, le feedback positif, la rétroaction positive, c'est pas quelque chose qu'on utilise, mais en fait, oui, c'est quelque chose qui se passe dans tout ce qui est spirale de la violence et des choses pareilles. Ce sont des chaînes de feedback positif qui font que le système, même s'il y a une bonne mesure, de toute façon, les indicateurs qui arrivent sont pas bons. Ils vont forcer à sortir de cet état d'équilibre. C'est l'objectif du système dans ce cas-là. C'est ce que je voulais encore ajouter. Je regardais si j'avais pas encore un ensemble de choses. Ah oui, une chose que j'avais découvert, je sais plus où, c'était basé sur des études, c'est que ça, je trouve ça intéressant parce que parfois vous avez une personne que vous accompagnez ou n'importe qui va vous dire qu'elle va vers un résultat alors qu'en fait elle s'éloigne d'eux ou elle s'éloigne d'eux et en fait elle va vers. Et les études ont montré que si vous prenez une boucle de rétroaction négative classique du style je vais atteindre un objectif, quelle émotion, parce que je n'ai pas parlé des émotions mais elles sont vachement importantes, en fait quelque part c'est le résultat du test, hein, les émotions. Quelle émotion je vais ressentir, et je vous pose la question, si j'atteins le résultat, c'est-à-dire que je suis dans une rétroaction négative pour atteindre un objectif donné. Quel type d'émotion je vais avoir si j'atteins mon résultat, si j'atteins mon objectif? Le plaisir. Plaisir, joie, bonheur, hein, d'accord? Et le contraire, si je ne l'atteins pas, tristesse, dépression, d'accord? Ça c'est clair. Par contre, ça c'est intéressant, si je prends une boucle de rétroaction
positive, c'est-à-dire je veux m'éloigner d'un objectif donné, quel genre d'émotion je vais ressentir quand je ne m'éloigne pas assez, c'est-à-dire quand je rate. Une insatisfaction. On pourrait imaginer, moi là maintenant par rapport à ces études, et j'ai les références si vous voulez, en fait ce qu'on a, ça génère de l'anxiété. C'est ce qu'ils ont mesuré, c'est de l'anxiété, et le contraire de l'anxiété, si j'arrive à m'éloigner, c'est apaisement, paix, euh, rassuré, enfin on peut trouver tous les mots qu'on veut. Je trouvais ça super intéressant parce que ça veut dire que parfois on peut avoir une personne qui nous vend un aller vers alors qu'en fait elle est plutôt s'éloigner d'eux, et on va pouvoir à ce moment-là clarifier éventuellement. Bon, c'est une piste, ce n'est pas une loi absolue, mais si la personne dit je me sens anxieux malgré tout ce que je fais, etc., etc., je dis tiens, c'est bizarre. Si je peux faire la différence entre anxiété et tristesse, ça peut être une indication. Je trouvais ça intéressant de voir qu'on peut avoir des manifestations différentes et qui permettraient même à la limite de décoder quelque chose que la personne ne nous a pas dite. Et si j'entends une anxiété, je poserai la question, mais à quoi voulez-vous échapper, par exemple? Ou à quoi voulez-vous sortir ou sortir? Et j'imagine que ça doit pouvoir donner un résultat intéressant. Ça, c'est une petite cerise sur le gâteau. Voilà. C'est très bien ta cerise sur le gâteau. Je trouve ça très pertinent. Je trouve aussi. Moi, j'étais très séduit par cette cerise. Et c'est basé sur des études dont j'ai les références quelque part, mais je ne sais plus où. Donc, c'est En pas... modélisation comportementale, c'est intéressant ce que tu racontes parce que quand on fait un comportement, on peut faire le comportement adapté, on peut ne pas le faire ou on peut trop le faire. Et souvent, on cherche des causes. Et le fait d'avoir une vision un peu simple comme ça permet d'aller chercher midi à 14 heures parce que si tu fais trop le comportement, est-ce que si tu as plus de plaisir? Je ne pense pas. Et, euh, et donc, aller essayer de trouver l'émotion sous-jacente à faire trop le comportement ou le faire pas assez ou le faire à un niveau correct, ça devrait permettre, quand on fait du profilage comportemental, d'avoir des petites questions un peu ciblées pour voir quelle est la stratégie qui permet de savoir si on fait trop ou si on fait pas assez, quelle est la stratégie que la personne répète et comment il fait son apprentissage. Corinne, t'en penses quoi de ça? Oui, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'étais en train de réfléchir, tu sais, alors peut-être que je suis un peu décalée par rapport à la stratégie, mais c'est bien définir ou mettre à jour quel est le besoin réel de la personne. Donc, il y a peut-être ces stratégies à mettre en amont pour vraiment identifier de façon à ne pas partir dans quelque chose qui serait, comme dit Christian, soit une personne, elle est s'éloigner d'eux, et en fin de compte, elle serait plutôt aller vers ou inversement. Ouais, et puis quand tu poses la question, quand tu essayes de comprendre le pourquoi, tu vas aller chercher les émotions primaires. Comme il dit, ça serait intéressant, Christian, que tu nous donnes l'article. Au Ouais. moins, Corinne et moi, on va le lire parce que tu vas aller chercher l'émotion primaire. Donc, tu vois, des fois, tu fais un raisonnement là quand tu dis, ah, la stratégie de la personne, ce comportement habituel, c'est de faire ça ou ça. Tu prends l'émotion première et tu te dis, ah, mais non, là, je suis en train de complètement partir en cacahuète. C'est l'inverse, parce que l'émotion, elle ne colle pas avec mon modèle. Ouais. Ouais, Ah, ouais, mais ouais. je dis ça, je dis, ah, mais je le dis quand même, hein. 5 heures du matin, Ouais. ouais, c'est presque 6h Mais moins 25. pour moi, ce qui je trouvais intéressant dans la démarche, c'est parce que j'avais toujours appris que je me focalisais sur les étapes perceptuelles, sensorielles, et après on changeait l'une par rapport à l'autre. Et moi, disons que mon intention aujourd'hui, c'était de mettre un peu l'accent sur justement ce T, les deux lettres T, soit en tant que déclencheur, soit en tant que test, en tant qu'évaluation, comparaison et même prise de décision. Et en regardant l'ensemble des éléments que je vous ai partagés, en fait, ça dégage un ensemble de petits leviers partout. Jouer sur la courbe, jouer sur la manière de mesurer l'entrée, comment on mesure le feedback, éventuellement la perception des perturbations s'il y en a une, la courbe, l'inertie du système, c'est-à-dire le délai, vous voulez un changement tout de suite, vous voulez
d'accord? Aussi, tout ce qui est notion de persévérance, à savoir, je change d'objectif dès que j'y arrive pas, donc la notion de délai. Donc, en fait, si on regarde, pendant tout ce temps, j'ai pas parlé des opérations au sens sensoriel parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de la stratégie et que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je modélise pour décoder une stratégie, en fait, je ne dois pas me limiter à ces étapes sensorielles parce que manifestement, le test et tout ce qui est mesure et perception dans la boucle de feedback est vachement important, quoi. Est vachement important. Et c'est ça qui fait que ça tempère un tout petit peu et moi, quelque part, ça autorise un peu plus à se tromper dans la séquence éventuellement sensorielle. Parce que si mon test est puissant, ça va fonctionner. Si le test est foireux, ben, ça va foirer, tout simplement. Je t'entends pas bien. Ah, et maintenant? Maintenant, oui. D'accord. Alors, la première chose que je voulais dire, ben, c'est une banalité, mais une fois de plus, on voit à quel point l'être humain est complexe et c'est extrêmement difficile d'arriver à une modélisation. Et même pour des petites choses, pour arriver à cerner vraiment ce qui se passe dans un être humain, ça paraît être très, très, très difficile. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est un outil formidable pour dialoguer avec les gens qui ne sont pas ouverts à tout ce qui est psychologique. Ouais, Puisqu'on parle avec des boucles, des rétroactions, des tests, des ceci, des cela. C'est un discours qui peut passer auprès de gens qui refusent d'avoir une discussion sur le fond. Voilà, c'est les deux choses que... Ouais. Alors, je t'offre une deuxième cerise sur le gâteau par rapport à ça, c'est que moi je recadre tout de suite. J'ai renoncé depuis longtemps à modéliser l'humain, je modélise que des compétences, c'est beaucoup plus facile. On t'embauche. Non, mais c'est vrai parce que sinon, c'est vrai que c'est. Et d'ailleurs, c'est ça la difficulté, c'est justement, c'est isoler cette entité que j'appelle compétence, et c'est une belle nominalisation, ça veut rien dire, hein. Mais si je peux pas l'isoler, je suis parti dans un cafouillis complexe et on le sent, en fait, on le sent très très vite, en fait. Si je sens que je me perds dans quelque chose, ça veut dire que j'ai mal délimité. Ça, c'est recta, quoi. Je vois pas le puzzle. C'est comme si je prenais le puzzle de mon épouse et je jette les pièces dans toute la pièce, quoi. Je dirais, je peux rien faire avec ça, quoi. Ici, c'est sur une plaque, c'est clair, c'est la même chose. C'est ça. Gilbert n'a rien dit, ça c'est grave, hein. Non, c'était très technique, hein, donc Oui, je savais oui. pas qu'il fallait avoir un niveau ingénieur. Non, il y avait plein de schémas, c'était complexe, hein, c'est pour ça que plus ça avance et moins il y a de candidats qui restent. Mais, mais en tout cas, c'était technique, intéressant. Je vois qu'on a tous à peu près le même problème de température. Nous, en Europe, c'est la machine, on veut du chauffage. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie, ils ont la clim, ils veulent du froid. Mais du coup, tout ça, c'est des stratégies pour arriver, on va dire, au même résultat. C'est que veut-on? Et en tout cas, c'était très dynamique et très intéressant. En tout cas, merci encore à Christian et à toute l'équipe. Voilà. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, Merci Christian et puis bonne soirée à tous. À la prochaine. il n'y a plus qu'à faire, hein, comme on dit. Oui. Amusez-vous bien avec tout ça et ne prenez pas froid. Moi, ça m'a donné l'idée de faire un atelier entre modélisation fine et modélisation grossière. C'est un petit peu comme Fast Thinking and Slow Thinking de Dan Kahneman. Quand on modélise, par exemple, Corinne et moi, on ne descend pas à ce niveau-là de finesse. Sauf que des fois, on le fait. Et je pense que notre métier, c'est vraiment de modéliser à gros traits. Et comment ça peut se rejoindre, ça, cette modélisation fine? Parce que souvent, tu vois, tu fais des formations en PNL, tu fais le TOTS, tu fais la fusée de Gordon, etc. Puis jamais personne n'utilise. Et puis, il y en a, ils font les métaprogrammes, et puis jamais personne n'utilise. Alors, nous, on utilise les métaprogrammes à fond, les styles de pensée, plein de choses différentes.
et ça nous permet de gagner notre vie, parce que ça nous permet de faire un boulot pas trop con. Hier, par exemple, j'ai fait l'évaluation de quelqu'un, la personne n'était vraiment pas apte pour le poste. J'ai appelé sa future employeuse, qui est d'ailleurs ma cliente et qui est une RRH, et elle était un peu stressée. Elle m'a dit, mais comment tu veux que je fasse? On va trouver un truc ensemble. Et c'est grâce au mélange entre de la modélisation à gros grains puis de la modélisation à petits grains que je me suis dit, ah, on peut faire ceci ou cela avec le candidat. Et ce n'est pas très compliqué ce qu'on fait, mais c'est vraiment comment je descends et comment je remonte. Parce que faire de la modélisation en posant des questions pour identifier des métaprogrammes ou des styles de pensée ou des grosses compétences, c'est de la modélisation en gros grains. On ne peut pas se permettre d'un entretien d'1 heure ou 1 heure et demie de faire de la modélisation à grains fins puis de faire un tot. Mais les allers-retours entre les deux, ouais, ça serait un truc. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, un atelier comme ça, mais ça pourrait être des échanges entre des gens qui pratiquent le grain fin, des gens qui pratiquent le grain grossier, des gens qui sont entre les deux. Ouais, c'est une suggestion. J'aime bien beaucoup l'allusion avec slow et fast thinking, etc. Parce qu'il y a aussi ce qu'on te vend et ce qui se passe réellement, rationalisation a posteriori, etc. Et je pense que justement la phase de test dans le TOT est à mon avis un pont intéressant parce que le test décision va énormément choisir et le choix aussi de la stratégie, etc. Donc ce qui est autour en fait quelque part doit pouvoir... oui, c'est une super idée et ça me permet d'enchaîner sur le fait que quand vous aurez fini de voir le métamodèle, la vidéo sur le métamodèle parce que c'est quand même vachement intéressant. Le prochain, Richard va nous proposer justement métaprogramme et métamodèle. Il va faire le pont entre le métamodèle et son application et son utilisation sur les métaprogrammes. Parce que lui, son hypothèse de base, c'est qu'en fin de compte, à partir du métamodèle, tu reconstruis toutes les techniques, tous les modèles de la PNL en général. Et là, il va regarder en particulier, je ne sais pas ce qu'il va raconter parce que j'en ai pas parlé avec lui, les métaprogrammes où on voit, enfin bref, on verra. Comme ça, vous savez. Ouais, il faut pas que ça soit plus tôt, hein, parce que 4 heures, c'est dur. Je vais refaire, mais c'est dur. Hein. Oui, je confirme. Oui, je suis plein de compassion. Merci beaucoup pour votre énergie et votre courage. C'était très motivé parce que j'ai failli abandonner parce qu'avec mes problèmes techniques, j'ai dit non, ils vont se lever, c'est pas possible. On aurait été un trigger. Oui, vous avez été un super trigger et j'ai avancé tête baissée. Maintenant, il vous reste à vous faire un déclencheur de café pour à la fin de l'atelier, dès que vous aurez raccroché. Merci beaucoup de votre présence et votre accueil de... Bon, je ne savais pas très bien si ce serait trop complexe ou pas complexe, mais moi, je sais que je l'utilise en tout cas. Pas pour modéliser. Hein. Les tests, franchement, travailler sur le test, c'est un excellent recadrage. Ça fonctionne super bien. Et n'oublie pas d'envoyer le papier sur les étapes en taux de sortie. Je note, ouais. S'il te plaît. Bonne soirée à vous. Bien, Christian. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye, bye.